Est-ce que vous avez une idée des raisons qui font qu'on connaît de telles accélérations aujourd'hui en matière de droit de la famille et d'évolution sociétale? Est-ce que ça s'explique par l'histoire du droit récent? Bon, alors là, votre question est un peu difficile parce que moi, je ne suis pas sociologue, ni économiste, ni philosophe de l'histoire, et il est difficile pour moi de vous dire pourquoi ça s'accélère. Bon, il est vrai que aujourd'hui, certaines conditions sont réunies. On pourrait dire enfin, si on était favorable. Il y avait toute une série, avant que le mariage, par exemple, entre deux hommes ou deux femmes ne soit possible, il fallait qu'au préalable, en législation, passent justement toutes les réformes qui visaient à l'égalité entre l'homme et la femme. Tant que vous aviez dans les législations une différence entre le régime du mari et le régime de l'épouse, vous ne pouviez évidemment pas avoir un mariage homosexuel, parce qu'il aurait fallu que l'un des deux joue un rôle qui n'était pas le sien. Et ça, c'était pas possible. Mais ce sont des réformes qui sont relativement récentes. Hein. Les dernières accélérations, on peut noter en matière de régimes matrimoniaux, ça s'est réellement fait qu'en 1985. Hein. En matière d'autorité parentale, ça s'est fait en 1970. On a eu, et puis tout d'ailleurs n'est pas terminé. Hein. Il y a eu une réforme récente, je crois que c'était en 2002, sur le nom de famille, pour essayer d'égaliser, et ça n'a pas réussi en réalité. Hein. Il y a toujours une prépondérance du nom du père sur le nom de la mère. Bon. Mais bon, pour l'essentiel, ce qui concerne dans le mariage les rapports économiques et les rapports vis-à-vis de la progéniture, l'égalité était réalisée entre l'homme et la femme. Et c'est ça qui permettait de passer au stade supérieur, si on peut parler ainsi, mais en tout cas qui permettait d'atteindre le stade auquel on est actuellement. Alors ça aussi, bien des adversaires du mariage homosexuel n'en sont absolument pas conscients. Ils ne réalisent pas que, pour eux c'est tout simplement une aberration, mais ils ne réalisent pas que si vraiment ils sont contre cette évolution, il faut qu'ils prennent un peu de recul et qu'ils se rendent compte qu'il y a eu toute une série de conditions qui ont été mises en place. Alors, s'ils ne veulent pas de ces conditions, c'est cohérent. Mais s'ils acceptent, par exemple, l'égalité de l'homme et de la femme, une égalité parfaite, il faut qu'ils aillent au bout du raisonnement. Et c'est ce que leur disent d'ailleurs les partisans du mariage homosexuel. Et nous ne faisons que défendre l'égalité entre l'homme et la femme, en réalité, à travers cette institution. Quelle serait la prochaine étape, justement, selon vous, de cette évolution? Alors, comme je ne crois pas, je vous l'ai dit, je ne crois pas qu'il y ait véritablement de cellules sociales alternatives au clan, hein, au système clanique. Je ne pense pas qu'il y ait deux modèles. Ça, c'est une dynamique de réflexion que l'on inculque aux étudiants dans les universités. On leur fait croire que tout marche de façon bipolaire. C'est-à-dire qu'on a la droite, la gauche, bon, le bien, le mal. Enfin, on a des modèles. On a un idéal de famille archaïque qui est épouvant,able, et puis un idéal de famille progressiste qui est parfaite. Et puis entre les deux, on a la législation française ou la jurisprudence qui est dans un mouvement de balancier, qui essaie de faire un peu la transaction entre les deux. Bon, ça, je n'y crois pas. Je pense qu'il y a un modèle viable qui est le modèle clanique. Du point de vue social, du point de vue même psychologique, je ne pense pas qu'il y ait d'alternative. Et par conséquent, on peut s'éloigner de ce modèle, et là, en réalité, la route est dégagée. On peut aller aussi loin qu'on le veut. Pour l'instant, il y a eu ce mariage homosexuel, mais il n'y a aucune raison de s'arrêter en si bon chemin. Je veux dire, on peut continuer à faire un peu n'importe quoi. Hein. On parle déjà des troubles, moi je crois que c'est possible, évidemment, en tout cas juridiquement, il n'y a pas d'obstacle. La polygamie, alors là, la polygamie, non seulement il n'y a pas d'obstacle, mais la polygamie aussi, à l'origine, enfin, pas tant chez les peuples indo-européens, mais c'est quelque chose qu'on observe même couramment, même en France, c'est quelque chose qui est pratiqué. Bon, donc,
le mariage polygamique, non seulement il n'y a pas d'obstacle à le voir être institué, mais en fait il est pratiqué et il est traditionnel. Bon. Donc peut-être, je ne peux pas prédire ce qui se passera, mais bon, j'ai l'impression qu'il se joue des choses dans les rapports entre les parents et les enfants, et ça, des choses nouvelles peuvent se produire, oui, peut-être. Alors, dans votre article, vous abordez également les questions successorales, hein, puisque le droit de la famille est très lié aux questions de succession. Est-ce que vous pourriez nous en dire un mot, des conséquences en tout cas sur les questions de succession, de ce délitement du clan et pour un nouveau modèle familial? Alors, en réalité, j'ai d'abord travaillé sur le droit des successions. Hein. C'est d'abord sur les affaires de transmission immobilière. C'est plutôt ça mon cœur de métier, c'est le phénomène du patrimoine et le problème de la transmission du patrimoine. Et c'est ça qui m'a conduit à être attentif au phénomène familial. Avec en plus l'actualité qui m'a en quelque part convoqué à y réfléchir. Et si je peux dire que effectivement on est sorti d'un modèle clanique, et si je peux essayer de dire comment on en est sorti, c'est au travers du droit des successions. Parce qu'on pourrait dire que c'est un marqueur, mais à mon avis c'est plus que ça. C'est-à-dire que le patrimoine, c'est quand même ce qui fait le lien entre les générations. C'est ce qui fait c'est ce qui matérialise en fait les rapports de filiation de génération en génération. Et en observant les règles du droit des successions, on peut, et là c'est un observatoire, je ne sais pas comment on dirait des sociologues, mais en tout cas c'est un critère rigoureux, précis, pour observer si le droit clanique traditionnel est toujours en vigueur ou pas. Par exemple, comme règle essentielle du droit clanique, c'est que le patrimoine du clan ne doit pas, par la succession, passer à d'autres clans. Et par conséquent, le droit de succession, si jamais il est aux filles du clan, et que ces filles se marient dans une société patriarcale avec le membre d'un autre clan, il ne faut pas que les biens passent aux enfants des filles, parce que ces enfants-là appartiennent à un clan étranger. Bon, ça, c'est une règle cruciale. Et on peut dater le moment où cette règle est remise en question. Et alors, ensuite, on voit, par exemple, à la Révolution française, là, on voit, ça c'est une petite offensive, ou alors quelque part c'est une erreur des juristes qui n'ont pas vu le sens du droit des successions. Mais sous la Révolution française, là c'est différent, on a le droit des successions qui est utilisé comme arme de guerre civile contre l'aristocratie. Puisqu'on construit des règles de transmission des successions qui font en sorte que le patrimoine ne soit pas conservé à l'intérieur d'un clan qui, sans cela, se constituerait, se renforcerait. Donc on fait tout pour le disséminer entre tous les enfants, pour une égalité parfaite entre les sexes, de manière à ce que les biens passent aux filles. Et pour ce qui est de la succession pour les ascendants, c'est le même genre de choses, mais dans une structure un peu différente, puisqu'au lieu de faire remonter les biens à l'intérieur du clan du père, les biens sont dispersés entre le père et le clan de la mère, qui est un clan étranger. Donc on voit très bien qu'ici on fait en sorte de casser le système clanique à l'intérieur du droit, par le biais du droit des successions. C'est pour ça que, ça c'est la particularité de mon étude, hein, je prends beaucoup les choses sous l'angle effectivement du droit des successions. Mais je me suis aussi orienté vers l'étude du droit des successions parce que je savais que c'était une matière qui était importante. C'est Tocqueville qui disait que la véritable constitution d'un pays, c'était son droit des successions.